Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre dans un instant l'audition de Didier Migaud. Le premier président de la Cour des comptes s'est exprimé devant les sénateurs de la Commission des finances ce matin. L'objet de cette audition, c'est la maîtrise de la masse salariale de l'État. Alors, quelques chiffres. La masse salariale de l'État en 2014, c'était pas moins de 120 milliards d'euros, 40% du budget général. C'est dire l'importance de maîtriser ce poste pour maîtriser l'ensemble des dépenses publiques. On en parle avec vous, Albéric de Montgolfier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rapporteur général du budget, sénateur Les Républicains d'Eure-et-Loir. Alors, je le disais, il faut absolument maîtriser la masse salariale de l'État pour maîtriser les dépenses publiques. Et pourtant, le constat, c'est que cette dépense ne cesse d'augmenter depuis 25 ans. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, vous avez souligné, c'est à la fois l'importance de la masse salariale, vous l'avez dit, 40% du budget de l'État, mais ce qui est plus inquiétant, c'est sa progression. Même si la masse salariale est plus contenue, sans doute que par le passé, on a un niveau de progression qui est en gros le double des autres pays européens, de l'OCDE ou de l'Union européenne, et qui est en gros le double de la progression dans le secteur privé. Donc en gros, les fonctionnaires ont cru à un rythme 2 fois supérieur à ceux des fonctionnaires le gouvernement de droite ou de gauche. Quels que soient les efforts des gouvernements de droite ou de gauche, la fonction publique sur 10 ans a continué à croître de manière un peu différenciée, sans doute plus dans les collectivités, chez les opérateurs de l'État également. Mais en gros, le secteur public a plus cru de 2 fois plus que le secteur privé, et ça c'est inquiétant. Alors, néanmoins, il y a eu une inflexion sur vraiment les effectifs de l'État à proprement parler, avec la règle par exemple du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui pose problème? Non, ça n'a pas suffi. Et la preuve, c'est que la France est malheureusement, dans l'Union européenne, le seul pays qui, sur la période récente, continue à avoir ses effectifs d'agents publics croître, alors que les autres pays, certains sous l'effet de la crise, d'autres au cours de réformes, ont diminué leurs effectifs. Alors pourquoi? Il y a des rigidités importantes, il y a des règles statutaires également très compliquées, et puis globalement, l'État n'a pas fait le choix de la réforme réelle entre les missions de l'État, les missions des collectivités, et faute d'une réforme sur les missions de l'État, d'une clarification sur les missions de l'État, évidemment, il est très difficile de diminuer les effectifs. Dans votre rapport, vous mettez en avant la place des opérateurs, ces agences de l'État. Quelle place ont-elles dans cette dérive des effectifs et ces problèmes de maîtrise de la dépense? C'est très simple. En 10 ans, les opérateurs de l'État ont vu leurs effectifs croître de moitié, de 50%. Alors que les l'État, opérateurs, ce sont... ça peut être des universités, ça peut être des agences, les agences de l'eau, les agences régionales de santé. Donc ces différentes unités qui ont une certaine autonomie juridique, qui ne sont pas soumis au statut de la fonction publique. Souvent, ils ont des contractuels et souvent, ils ne sont pas soumis également au gel du point d'indice. C'est-à-dire que le gel du point d'indice que les fonctionnaires subissent, c'est-à-dire concrètement, il n'y a pas d'augmentation du point qui sert à calculer les salaires de base, eh bien, chez les opérateurs, il ne s'applique pas toujours ce gel. Alors d'ailleurs, la Cour des comptes, au mois de mai, avait déjà pointé ce problème au niveau des opérateurs et il y a déjà eu de nombreuses fusions de ces agences de l'État. Depuis 2012, il y a eu la suppression nette, je crois, de 54 agences. Donc la réforme est en cours. Mais est-ce qu'elle est suffisante, du moins au niveau des opérateurs pour vous? Non, elle n'est pas suffisante. Et puis plus généralement, ce n'est pas simplement les opérateurs. La vraie question, si on va aller plus loin, vous avez parlé de la RGPP ou de la méthode qu'emploie actuellement le gouvernement qui consiste en général à faire des rabots. Et ce matin, on disait avec M. Migaud que la méthode du rabot, on dit on enlève 1% des effectifs, toutes les administrations, c'est une méthode qui montre ses limites pour 2 raisons. Parce que d'abord, il y a des administrations prioritaires, les questions de sécurité par exemple. Et puis d'autre part, il y a clairement un besoin d'aller plus loin, c'est-à-dire de clarifier entre l'État, entre les collectivités entre elles, les missions. Je vais prendre un ou deux exemples. Les routes, par exemple, l'essentiel du réseau routier est aujourd'hui géré par des collectivités, par des départements ou par des communes. Et malheureusement ou heureusement, mais c'est le fait, l'État conserve un petit réseau routier national qui est en doublon du réseau routier des collectivités. Donc là, il y a vraiment des sources sans doute d'économie. Dans le domaine du social, il y a des prestations sociales qui sont gérées par les départements. Mais en même temps, il y a des prestations sociales qui sont gérées par l'État. Et tout ça fait un peu voir les CAF. Et donc tout ça fait un peu doublon. Et on ira sans doute plus loin dans la possibilité de réformer l'État en aboutissant à des effectifs qui soient à peu près comparables aux autres pays lorsqu'on aura fait ses choix sur les vraies missions de l'État et sur la place de chacun
pour remplir ses missions. Alors ce sont un petit peu vos pistes de réflexion pour le budget 2016. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Je pense bien sûr au jour de carence des fonctionnaires, une mesure que le Sénat de droite avait déjà essayé de mettre sur la table. L'année dernière, vous saviez qu'on avait proposé un budget où on essayait d'avoir des réductions d'impôts, mais ces réductions d'impôts, on les gageait par des économies. Et parmi les économies, c'est vrai qu'on avait proposé deux amendements qui avaient été adoptés par le Sénat dans sa majorité, qui étaient d'une part la question des jours de carence, lutter contre l'absentéisme en appliquant aux fonctionnaires par équité avec les salariés du privé 3 jours de carence en cas d'absence pour maladie, donc équité. Et puis on avait également adopté une mesure sur le ralentissement de cet avancement automatique qu'on appelle le GVT, le glissement vieillesse technicité, et qui en fait que les salaires des fonctionnaires, les grades des fonctionnaires progressent automatiquement, et ça coûte plus d'1,6 milliard d'euros par an. Donc vous voyez qu'il y a des pistes d'économie, mais il y en a d'autres qui ont évoqué la Cour des comptes, depuis les réformes des primes, le temps de travail aussi, la productivité, qui est une vraie piste, puisqu'on s'aperçoit que très peu de fonctionnaires finalement sont au régime légal du temps de travail. Bien, merci Albéric de Montgolfier d'avoir répondu à mes questions. Tout de suite, on prend donc la direction de cette audition de Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, autour de la maîtrise de la masse salariale de l'État. Merci. Après un rapport réalisé en 2010, à la demande cette fois-ci de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, sur les conditions d'une stabilisation en valeur de la masse salariale de l'État. La Cour a déjà examiné les risques qui pèsent sur les objectifs d'évolution de la masse salariale fixés par le Parlement, et dans plusieurs rapports successifs sur la situation et les perspectives des finances publiques, notamment celui de juin 2014, elle s'est aussi intéressée aux leviers susceptibles de contribuer à les respecter. Or, le rapport que nous venons vous présenter aujourd'hui actualise, approfondit, complète les constats et les analyses de la Cour. Il étend notamment le champ des travaux, auparavant principalement centrés sur la question budgétaire, à celle d'une gestion des ressources humaines dans la fonction publique plus adaptée à un service public moderne. Et pour vous présenter ce travail de la Cour, je suis entouré de Raoul Brié, président de la première chambre, d'Henri Paul, président de chambre et rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, de François Ecal, conseiller maître, Nathalie Georges, rapporteur extérieur, les deux étant rapporteurs, et Christian Charpy, conseiller maître, étant le contre-rapporteur de cette enquête. Je veux revenir dans mon intervention sur les trois principaux constats de la Cour. Premièrement, la masse salariale constitue, vous l'avez dit d'ailleurs, Madame la Présidente, un enjeu majeur pour la maîtrise des finances publiques, compte tenu de son importance et de son évolution. Deuxièmement, cet objectif de maîtrise est à concilier avec une gestion des ressources humaines plus adaptée à un État et un service public moderne. Troisièmement, pour respecter les objectifs que les pouvoirs publics se sont fixés, ceux qui ont été votés par le Parlement dans le cadre d'une loi de programmation, plusieurs leviers de maîtrise sont possibles, que ce soit en termes de rémunération, effectifs ou de durée du travail. Et à cet égard, 9 principaux ont été identifiés que la Cour a souhaité présenter sans faire de choix entre eux, j'aurai l'occasion de le dire, la décision, les arbitrages, ils vous reviennent. La maîtrise de la masse salariale participe donc de celle des finances publiques compte tenu de son importance et de son évolution, et c'est le premier constat de la Cour. Le rapport est centré sur l'État, sans s'interdire d'étendre ses analyses aux 3 fonctions publiques, y compris pour les leviers de maîtrise de l'évolution de la masse salariale qui concernent bien sûr toutes les administrations publiques. Or, dans le contexte durablement tendu de nos finances publiques, la masse salariale est un enjeu de première importance. En comptabilité nationale, elle représente près du quart de la dépense publique, 13% de la richesse nationale. Les administrations publiques, en tant qu'employeurs, rémunèrent près de 6 millions d'agents, au sens large du terme, et ce poids notable est le plus important des pays de l'OCDE après les pays scandinaves. Pour l'État, les dépenses de rémunération et de cotisation sociale atteignent 40% du budget général, soit 121 milliards d'euros en 2014, au titre et 81 milliards
au titre des rémunérations principales hors cotisation employeur. Ces 10 dernières années, la masse salariale du secteur public a augmenté à un rythme proche de celle du secteur privé et de la richesse nationale, c'est-à-dire autour de 2,5 points par an en moyenne en nominal. Ces rythmes proches s'expliquent par une croissance plus dynamique des effectifs dans le secteur public, compensée par une augmentation des rémunérations plus modérée. Au sein du secteur public, pendant cette période, la tendance moyenne masque des évolutions différenciées selon les niveaux d'administration. En particulier, la croissance de la masse salariale de l'État, autour de 1% par an, a été plus contenue que celle des collectivités territoriales, plus de 4%, et que celle des opérateurs, plus de 6,5%. Cette dynamique s'explique par une augmentation beaucoup plus rapide des effectifs dans des administrations qui sont allées au-delà des seuls transferts de personnel de l'État sur la période, que ce soit au niveau des collectivités territoriales ou bien des opérateurs. Le profil particulier de la masse salariale de l'État traduit les effets des politiques menées depuis plusieurs années. La baisse des dépenses du titre 2, hors casse pension, constatée depuis 2007, est due au transfert de personnel aux collectivités territoriales et aux opérateurs. Quand il s'agit des opérateurs, d'ailleurs, on pense notamment aux universités. Et hors ces effets, c'est-à-dire à périmètre constant d'une année sur l'autre, l'État est parvenu à ralentir progressivement l'augmentation de sa masse salariale jusqu'à quasiment la stabiliser depuis 2011. Et la Cour a eu l'occasion de le rappeler, d'ailleurs, dans son rapport sur l'exécution du budget de l'État. Ce résultat illustre les efforts déjà consentis par l'État pour maîtriser sa masse salariale. D'abord sur les effectifs avec la RGPP, le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 entre 2008 et 2012. Plus récemment sur les rémunérations avec le gel du point d'indice depuis 2010 et la réduction des enveloppes catégorielles depuis 2013. Si une partie de ces efforts se répercute aussi sur les autres fonctions publiques, par exemple le gel du point sur la fonction publique territoriale comme sur la fonction publique hospitalière, ils sont à eux seuls insuffisants pour garantir une évolution contenue de la masse salariale publique dans son ensemble. L'État n'en représente que la moitié. Ainsi, l'effort nécessaire pour maîtriser la masse salariale concerne bien évidemment tout autant les administrations autres que l'État. J'en viens au deuxième constat de la Cour. Pour maîtriser effectivement la masse salariale, les pouvoirs publics sont amenés à concilier respect de la programmation budgétaire pluriannuelle et gestion dynamique des ressources humaines. En premier lieu, la programmation 2014-2019 des finances publiques, adoptée dans la loi de décembre 2014, repose sur des objectifs ambitieux de maîtrise de la masse salariale. Pour l'ensemble des administrations publiques, elle limite la croissance de la masse salariale à 1,1% en moyenne. S'agissant plus spécifiquement de l'État, cela se traduit par une progression des dépenses de titre 2 hors casse pension limitée à 1% sur 3 ans dans le budget triennal 2015-2017, soit en moyenne 250 millions d'euros par an. Or, plusieurs facteurs portent la masse salariale de l'État à croître beaucoup plus sur cette période que les 250 millions d'euros par an. Il s'agit notamment de la dynamique spontanée des rémunérations avec les avancements de carrière des agents et les mesures déjà annoncées comme la stabilisation des effectifs, le maintien du gel du point d'indice ou la réduction des enveloppes catégorielles ne permettent de limiter la croissance de la masse salariale qu'à 700 millions d'euros par an. Ainsi, en vue de respecter les objectifs qu'ils se sont fixés, les pouvoirs publics sont amenés à identifier chaque année autour de 450 millions d'euros d'économies supplémentaires. Ce montant sera même plus important pour les 2 années à venir, 2016-2017. En effet, la loi de finances initiale pour 2015 prévoyait déjà une augmentation de 400 millions d'euros, soit sensiblement plus
que le niveau moyen de 250 millions d'euros sur 3 ans. Et cette prévision devrait être dépassée en exécution en raison des arbitrages récents que vous connaissez sur les effectifs du ministère de la Défense. La mise à jour de la loi de programmation militaire va en effet avoir des conséquences importantes sur l'évolution prévisible de la masse salariale de l'État, dès lors, sauf à revenir sur les créations de postes dans les autres ministères prioritaires, l'objectif d'une stabilisation du plafond global des autorisations d'emploi, qui a été fixé par la loi de programmation des finances publiques jusqu'à 2017, n'apparaît d'ores et déjà plus tenable. Les arbitrages annoncés lors du débat d'orientation des finances publiques concernant le projet de loi de finances pour 2016 s'écartent de l'objectif de stabilisation des effectifs avec un schéma d'emploi s'élevant à plus 8 300 équivalents temps plein. Les efforts supplémentaires demandés au ministère non prioritaires en matière de rémunération, notamment en limitant les mesures catégorielles, ne seront vraisemblablement pas suffisants pour compenser les besoins liés à cette hausse des effectifs. Enfin, la réalisation de certaines des autres économies programmées dans le budget triennal paraît incertaine. C'est notamment le cas de la baisse des heures supplémentaires au sein de l'éducation nationale. Alors qu'elle était censée accompagner la hausse des effectifs, cette prévision ne s'est en pratique pas vérifiée en 2013 et en 2014. C'est aussi le cas des opérations militaires extérieures dont le coût ne devrait vraisemblablement pas baisser dans le contexte des engagements pris par la France. Or, pour compenser ces risques, il ne suffira pas de restreindre encore davantage les enveloppes catégorielles. Ce sera même inopérant, puisque les enveloppes catégorielles se limitent déjà, en fait, aux coûts partis. Et il est nécessaire de conserver une marge de manœuvre pour financer l'accompagnement de certaines réformes, à la fois de modernisation de l'administration et d'harmonisation des régimes indemnitaires. Enfin, les risques de dépassement en exécution sont réels. Depuis 2009, les crédits ouverts en loi de finances initiale ont systématiquement été dépassés, en particulier du fait des difficultés propres au ministère de la Défense. C'est la question de la sous-budgétisation des opérations extérieures. Ce sont les problèmes liés au logiciel Louvois que votre commission des finances connaît bien. Si les outils de contrôle et de pilotage en cours d'année de la masse salariale ont été renforcés ces dernières années, ils restent insuffisants pour garantir une exécution parfaitement tenue. Il serait donc judicieux de prévoir des marges de précaution lors de l'exercice de budgétisation, et ceci n'est plus fait depuis 2009. Alors, le respect d'un cadrage budgétaire strict n'est pas l'unique préoccupation de l'État employeur. Il doit également s'interroger sur ses pratiques de gestion des emplois et des compétences, et le déroulement des carrières de la fonction publique ne paraît plus correspondre au contexte et aux besoins actuels. Premièrement, les grilles salariales ont progressivement perdu de leur sens. Elles sont resserrées par le rehaussement du minimum de traitement. Elles prévoient parfois des carrières courtes qui ne tiennent pas compte du recul progressif de l'âge effectif de départ en retraite. Les avancements automatiques à l'ancienneté priment encore sur la reconnaissance de la performance, rendant les parcours professionnels peu incitatifs, et j'y reviendrai. Et ce constat a été fait conjointement, d'ailleurs, par le gouvernement et par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. Et cette négociation a débouché en juillet dernier sur un protocole d'accord qui doit pouvoir être confirmé pour rénover les grilles. Deuxièmement, les primes et indemnités ont pris une importance croissante dans la rémunération des agents par empilement de dispositifs hétérogènes et parfois inéquitables. Troisièmement, les disparités entre corps et ministères, comme le libre choix des affectations, conduisent à des carrières trop peu mobiles et trop souvent à affecter les agents les moins expérimentés dans les fonctions
et les territoires les plus difficiles. Or, la nécessaire restructuration des administrations pour renforcer l'efficience du service public augmentera les besoins de mobilité et de formation des agents. Or, les réformes nécessaires pour rendre les situations plus homogènes et la gestion de la fonction publique plus efficace auront un coût. D'une part, la réforme des grilles conduit à court terme à reclasser les agents à des niveaux indiciaires équivalents ou plus élevés et à revaloriser les progressions de carrière, même si ce coût est atténué à long terme par le ralentissement des carrières. À titre d'exemple, le coût des nouvelles grilles proposées dans le cadre de la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations peut être estimé à 2,5 milliards pour la fonction publique d'État et montera progressivement en charge entre 2017 et 2020. Le montant est évalué par la Cour, à partir des estimations d'ailleurs du gouvernement, à 4,5 milliards pour l'ensemble de la fonction publique à l'horizon 2020, en tenant compte des économies liées à l'intégration de certaines primes dans les bases indiciaires. Alors, il y a des mesures d'économie qui sont annoncées en contrepartie dans le protocole d'accord, mais elles ne sont pas toujours documentées et elles seront, en l'état actuel en tout cas, des précisions qui sont apportées insuffisantes pour compenser ce coût. D'autre part, en pratique, l'harmonisation des régimes indemnitaires se fait quasi systématiquement par alignement sur le régime le plus favorable. Ainsi, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État, ce qu'on appelle le RIFSEP, ne pourra déboucher sur un régime indemnitaire commun qu'en débloquant des enveloppes pour financer la convergence des corps et des ministères actuellement dans la situation la moins favorable. Enfin, seul un accompagnement financier des agents est probablement nécessaire pour permettre les nécessaires restructurations qui impliqueront des mobilités fonctionnelles et géographiques dans l'intérêt du service, et ce sera notamment le cas prochainement avec la fusion des régions et la nouvelle répartition des compétences. Or, au regard de ce constat, de la nécessité de dégager des financements pour rénover la gestion des ressources humaines et renforcer l'attractivité des carrières de la fonction publique, tout en respectant le cadre budgétaire strict voté par le Parlement, les leviers existent, et c'est le troisième et dernier constat que je veux mettre en avant. Alors, les pouvoirs publics disposent en effet de plusieurs leviers pour définir une politique des ressources humaines équilibrée et soutenable. Il s'agit notamment de la structure des rémunérations, devenue de plus en plus complexe par l'empilement de dispositifs parfois anciens, et ceux-ci ne répondent plus forcément aux objectifs qui leur avaient été assignés. L'évolution des effectifs, dont une maîtrise renforcée permettrait de retrouver des marges en termes de politique salariale, et la durée effective du travail, dont la modulation peut accompagner les restructurations des administrations, tout en maintenant la qualité du service rendu aux usagers. Alors, au sein de cette boîte à outils, la Cour a identifié 9 leviers principaux. Mais ce ne sont pas des propositions, des recommandations de la Cour, ce sont des leviers, et c'est bien sûr au gouvernement et au Parlement, à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, que le choix de la combinaison appartient. Les mesures examinées dans le rapport ne doivent pas être additionnées ni interprétées comme des recommandations. Il s'agit d'une contribution à la réflexion sur les moyens de concilier les contraintes budgétaires avec une gestion plus attractive des carrières publiques et en raisonnant, une fois de plus, à travers les engagements qui ont été votés par le Parlement dans le cadre de la loi de programmation. Or, la Cour s'est intéressée aux rémunérations qui se composent, vous le savez, d'une part indiciaire et d'une part indemnitaire. Elle a aussi examiné l'effet des évolutions de carrière sur la masse salariale. Alors, en ce qui concerne tout d'abord la part indiciaire des rémunérations, la maîtrise de la masse salariale depuis 2010 a surtout reposé, et vous le savez, sur le gel du point d'indice. Les économies à en attendre se réduisent progressivement. D'une part, l'alignement du traitement le moins élevé sur le SMIC pèse de manière croissante. D'autre part, la garantie individuelle du pouvoir d'achat,
qu'on appelle la JPA, versée sous forme d'une prime aux agents dont le traitement indiciaire a augmenté moins vite que les prix, représente aussi un montant croissant. Cependant, on le sait, un dégel du point d'indice aurait un coût financier important, près de 2 milliards d'euros, pour l'ensemble de la fonction publique, pour une augmentation de 1%. Afin d'en maîtriser le niveau, l'opportunité d'une désindexation sur la valeur du point de certaines primes et indemnités pourrait être examinée. Par ailleurs, plusieurs mesures permettraient de limiter les dépenses liées à la revalorisation du minimum de traitement et à la JPA. En particulier, leur mode de calcul pourrait être révisé afin d'ailleurs de mieux répondre aux objectifs fixés à ces dispositifs. Comme ils sont tous deux actuellement calculés exclusivement sur le traitement indiciaire, ils ne prennent pas en considération l'évolution des primes et indemnités qui ont été dynamiques ces dernières années. En conséquence, certains agents bénéficient de ces dispositifs alors même que leur rémunération globale est sensiblement supérieure au SMIC ou que leur pouvoir d'achat a été préservé. Un meilleur ciblage de ces dispositifs consisterait donc à tenir compte des primes et indemnités récurrentes dans leur base de calcul. S'agissant des primes et des indemnités transversales, vous avez une diapo à ce sujet, de nombreuses études convergent pour en soutenir la rénovation, notamment pour les dispositifs anciens ne répondant plus à leurs objectifs originels. C'est le cas notamment de l'indemnité de résidence, qui ne permet pas de compenser le différentiel effectif de coût de la vie entre les territoires et qui pourrait être donc globalement revue. Elle pourrait, par exemple, être recentrée sur l'Île-de-France où le coût de la vie est plus élevé. Cela concerne aussi le supplément familial de traitement, hérité d'une époque antérieure à la sécurité sociale. Des projets de forfaitisation sont à l'étude, mais ne permettraient pas de dégager d'économies. Compte tenu de sa redondance avec la politique familiale de droit commun, les pouvoirs publics pourraient s'interroger sur la pertinence du supplément familial de traitement dans la fonction publique. Enfin, dans son rapport public annuel de février 2015, la Cour a montré que les surrémunérations outre-mer étaient sans commune mesure avec le différentiel effectif de coût de la vie par rapport à la métropole et a donc recommandé de les revoir sensiblement à la baisse afin d'éviter notamment un phénomène inflationniste dans les territoires ultramarins. Bon, c'est un sujet récurrent qui se pose depuis très longtemps. Le rapport examine aussi les effets qui pourraient être attendus de mesures touchant les déroulements de carrière. Si dans le cadre de la refonte des CRI, il devait être ralenti et les promotions davantage contingentées, le glissement vieillesse-technicité s'en trouverait mécaniquement diminué. Toutefois, les mesures inscrites dans le protocole d'accord soumis aux organisations syndicales ne permettent qu'un ralentissement limité et à long terme. À plus court terme, les outils de gestion des avancements individuels de carrière pourraient être utilisés de manière plus rigoureuse. Les taux de promotion pourraient être vus à la baisse. Les promotions ont plutôt eu tendance à augmenter, d'ailleurs, ces dernières années, sans être toujours soumises à la vérification des aptitudes professionnelles. À l'approche de l'âge de la retraite, les promotions dites coup de chapeau sont devenues quasi automatiques dans certains ministères, alors qu'elles sont censées être réservées aux agents les plus méritants. La notion de performance, qui est au centre de la réforme budgétaire du début des années 2000, pourrait d'ailleurs être mise au centre de la gestion des carrières, ainsi que le prévoient les textes. À cet égard, l'on peut légitimement s'interroger sur le fait que les réductions d'ancienneté et les avancements à l'ancienneté minimum aient parfois été accordés à tous les agents d'un service en même temps ou à tour de rôle. Et si ces dispositifs ne retrouvent pas leur finalité incitative, la question de leur suppression pourra se poser au bénéfice des nouveaux outils que sont la prime de fonction et de résultat, et plus récemment le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État que j'ai évoqué tout à l'heure, le RIFSEP. Bien que des leviers existent encore du côté des rémunérations, ainsi que nous venons de l'évoquer, la politique salariale est déjà très contrainte par le gel du point et la baisse des enveloppes catégorielles.
Et le levier de la baisse des effectifs, potentiellement porteur d'économies substantielles, permettrait de desserrer la contrainte qui pèse sur la politique salariale. Le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques a permis de réduire sensiblement les effectifs de fonctionnaires. La reprise d'une norme identique permettrait des économies substantielles en termes de masse salariale, en tenant compte des mesures d'accompagnement des agents qui pourraient être retenus. À titre d'exemple, une norme 2 fois moins contraignante, non-remplacement d'un départ à la retraite sur 4 en moyenne dans l'ensemble des ministères, suffirait pour financer presque à elle seule les économies nécessaires au respect du cadrage de la loi de programmation. Naturellement, une nouvelle baisse des effectifs ne peut être pensée que dans le cadre d'une politique structurelle de redéfinition du périmètre des missions de l'État et de répartition des compétences entre les niveaux d'administration. Vous connaissez en effet les réticences de la Cour des comptes à l'égard des mesures de compression uniforme de la dépense, du rabot. La décision de faire évoluer les effectifs devrait reposer d'abord sur l'identification des gains potentiels de productivité. Ce sont par exemple ceux liés à la transformation numérique des structures ou bien à la suppression des doublons entre les différents échelons d'administration. Et c'est à l'issue de cette démarche que les services concernés par ces restructurations seraient ciblés. Dans tous les cas, un accompagnement approprié devrait être assuré pour les agents de ces services. Or, jusqu'à présent, seul l'État est parvenu à diminuer globalement ses effectifs. Dans le même temps, d'autres administrations, opérateurs, collectivités territoriales et hôpitaux s'inscrivaient dans une tendance inverse. Or, l'État ne peut pas, il ne doit pas porter seul cet effort, et cet effort doit être équitablement partagé avec une meilleure maîtrise de l'évolution des effectifs de l'ensemble des fonctions publiques. La réflexion sur l'évolution des effectifs pourrait également s'accompagner d'une réflexion sur le temps de travail réel des agents. En effet, le maintien de la qualité du service avec des ressources plus contraintes suppose la disponibilité des agents pendant la durée réglementaire. La difficulté est que la réalité du temps de travail des agents de la fonction publique est très mal connue. Le dernier rapport transversal sur le sujet date de 1999. Le bilan du passage aux 35 heures n'a jamais été fait. Compte tenu de la diversité des missions, les régimes de travail sont très hétérogènes et les durées moyennes de travail sont difficilement comparables et peu pertinentes. Et de ce point de vue, les éclaircissements que pourraient apporter les travaux de la mission confiés à Philippe Laurent par le Premier ministre seront les bienvenus. À ce stade, les calculs effectués par la Cour à partir de l'enquête emploi de l'INSEE permettent d'estimer que les agents du secteur public travailleraient en moyenne une centaine d'heures de moins par an que ceux du secteur privé. C'est surtout le nombre plus important de jours de congé et de RTT qui explique cela. Seule la fonction publique territoriale aurait une durée moyenne inférieure à la durée légale, mais cette moyenne masque d'importantes disparités et le fait de porter la durée effective du travail au niveau de la durée légale partout où elle lui est inférieure aurait un effet non négligeable. Pas question de revenir sur les 35 heures, ça n'appartient pas à la Cour, mais dans beaucoup de secteurs, les 35 heures ne sont pas effectuées, on est en deçà des 35 heures. D'autres mesures portant sur le temps de travail pourraient également être source d'économies. C'est le cas par exemple d'une lutte renforcée contre les absences répétées non justifiées, dont l'impact financier est important et qui grèvent la qualité de service. Le coût des heures supplémentaires, essentiellement effectuées dans l'éducation nationale, pourrait être limité par des réformes de structure permettant de mieux aligner les spécialités des enseignements sur les besoins des élèves. Par ailleurs, un contrôle renforcé des comptes épargne-temps dont la réalité est insuffisamment suivie pourrait limiter la dette sociale en formation. Enfin, certains régimes de temps partiel sont rémunérés au-delà du strict prorata, 85,7% au lieu de 80% et 91,4% au lieu de 90%. Et cela sans justification et en décalage avec ce qui se passe dans le secteur privé. La question de la pertinence de cette surrémunération mériterait d'être posée.
Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, en conclusion, en raison de son importance, l'enjeu que représente la masse salariale impose au pouvoir public de faire des choix clairs dans les années à venir. Le rapport que vous avez demandé à la Cour de réaliser fournit des détails sur la réalité de la situation qui sont susceptibles d'éclairer ces choix. Il met sur la table plusieurs pistes reposant sur les leviers de la rémunération, des effectifs, de la durée du travail. À partir de là, c'est effectivement à vous-même, aux représentants du suffrage universel, qui revient d'actionner ou non ces leviers selon les priorités qu'ils auront déterminées, de saisir les pistes qu'ils jugeront appropriées. Mais là où nous alertons, c'est que les objectifs qui ont été votés par vous, vraisemblablement ne pourront pas être tenus si des mesures supplémentaires ne seront pas prises, sauf, bien évidemment, à modifier à ce moment-là les objectifs de la loi de programmation et à revenir sur les engagements qui ont été pris. Voilà, merci pour votre attention et nous sommes à votre disposition avec les magistrats qui m'entourent pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Premier Président. Je vais donner la parole en premier lieu à Albéric de Montgolfier. Il était celui qui avait sollicité cette enquête en sa qualité de rapporteur général. Ensuite, à nos deux rapporteurs spéciaux de la mission gestion des finances publiques et des ressources humaines, que sont Michel Bouvard et Thierry Carcenac, s'ils le souhaitent. Et je prendrai la liste des collègues inscrits. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je suis très fier de vous voir aussi nombreux ce matin pour un matin de rentrée, compte tenu du sujet, bien évidemment, mais aussi en session extraordinaire, hors session même, du bonheur de nous retrouver après des vacances dont j'ai oublié de vous demander si elles avaient été bénéfiques, mais je vois bien que oui, puisque vous avez l'air content d'être à nos côtés. Et je remercie les journalistes qui, dans la tribune, sont impatients d'avoir votre rapport, mais nous leur remettrons, je pense, à l'issue du vote que je vous demanderai d'effectuer sur la publication du rapport, mais à l'issue des questions. Donc, en premier lieu, Monsieur le rapporteur général, ensuite Michel Bouvard prendra la parole. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le Premier Président et les magistrats de la Cour des comptes. Pour ce rapport, on avait largement discuté du sujet. L'enjeu a été rappelé, c'est un enjeu considérable, puisque c'est 40% de la dépense du budget général de l'État, les rémunérations, y compris le casse-pension. Et c'est un sujet sur lequel la majorité sénatoriale, le Sénat, s'est déjà penché. Je vous rappelle les deux amendements que nous avions adoptés l'année dernière sur le PLF 2015, qui concernaient l'absentéisme, avec les 3 jours de carence, et puis la question également du ralentissement du GVT automatique. Nous avions voté des amendements dans ce sens, mais il nous avait semblé utile, indispensable d'aller plus loin, et tout le mérite du rapport de la Cour, c'est d'avoir une vision quasi exhaustive des enjeux en matière de fonction publique. Donc merci, Monsieur le Premier Président, et avec les magistrats de la Cour, pour ce travail tout à fait considérable. Alors, simplement, deux questions très très brèves. La Cour relève des écarts qui sont importants, vous l'avez souligné à l'instant, dans la durée du temps de travail, entre la durée théorique du temps de travail et la durée effective. Il y a un chiffre qui m'a frappé à la lecture du rapport. En gros, il y a un quart des effectifs des ministères qui sont au régime de droit commun. Et en gros, c'est 500 000 ETP sur 1 900 000 ETP qui suivent le régime de droit commun. Donc là-dessus, il y a sans doute une piste. Et la deuxième piste aussi que vous avez identifiée, c'est le régime des primes. Il y a 1500 éléments de rémunération, nous dit la Cour. Et tant pour le temps de travail que pour ces régimes de primes, la Cour nous dit souvent c'est irrégulier. Donc il n'y a pas forcément de texte publié. Donc est-ce que vous avez des exemples d'irrégularités qui seraient flagrantes? Pouvez-vous nous citer quelques exemples? Et la deuxième question est plus générale. Elle porte sur les éléments de comparaison avec l'étranger, puisque la Cour souligne que la France est sans doute le pays de l'Union européenne, voire de l'OCDE, qui a le moins ralenti ses effectifs. Donc d'autres pays ont fait des efforts considérables. Et ma question sera quels étaient les leviers qu'ont utilisé ces pays? Est-ce que c'est d'abord les effectifs?
Est-ce que c'est la rémunération ou est-ce que c'est parfois une réforme du statut de la fonction publique, voire une redéfinition des missions, parce qu'on a bien compris que finalement le grand enjeu, c'est de réformer, sans doute, de redéfinir les missions de l'État, les missions des collectivités. C'est à ce prix qu'on pourra sans doute diminuer les effectifs. Donc merci pour ce travail. Et est-ce que, au regard des exemples étrangers, nous avons d'autres pistes? En tout cas, le Sénat en tirera des amendements comme il l'a fait pour le PLF 2015. En général, les rapporteurs spéciaux veulent-ils donc maintenant s'exprimer? Et le Premier Président fera une réponse à ces trois avant de prendre la suite. Michel Bouvard, donc, et Thierry Carcenac ensuite. Oui, Madame la Présidente, merci. Je crois qu'effectivement, on peut se réjouir du rapport de la Cour et de ce qu'il apporte dans une vision transversale sur une problématique à laquelle l'État est confronté depuis longtemps. Moi, ma première question, elle portera sur la problématique des statuts qui a été évoquée par le Premier Président. Nous avons souvenir qu'au moment de la mise en place de la loi organique sur les lois de finances, il y avait une volonté de définir les métiers de l'État pour donner de la souplesse dans la gestion des ressources humaines par l'État. Donc la première question, c'est est-ce que finalement, dans la réduction du nombre des statuts qui est tout de même intervenue, la réduction du nombre des corps, est-ce qu'on peut aujourd'hui aller encore plus loin dans cette réduction du nombre des corps pour avoir plus de polyvalence et plus de mobilité afin justement de pouvoir sortir de la logique du rabot et de pouvoir faire des choix stratégiques qui permettent de basculer plus facilement des effectifs d'un ministère à l'autre. Corrélativement, j'ai une autre question qui en découle quelque part, qui n'a pas été évoquée dans la présentation, qui est celle des emplois non affectés. Parce qu'on a tout de même, on le sait tous, on le constate dans nos collectivités locales, on le constate dans l'éducation nationale, la Cour a rendu des rapports sur ce point, sur des emplois rémunérés mais non affectés, parce qu'il y a une inadaptation soit de la personne concernée pour des problèmes en général de santé, soit des besoins de la collectivité. Comment peut-on aujourd'hui progresser sur la problématique des emplois non affectés? Alors, j'ai aussi été, Monsieur le Premier Président, très intéressé par le travail de parangonnage sur la performance, avec ce qui est fait dans les autres pays européens, y compris en Grèce, ce qui mérite d'être souligné. Aujourd'hui, finalement, quel serait le bon niveau en matière de rémunération de la performance? On sait que dans les choix stratégiques de l'État, les arbitrages budgétaires prennent peu en compte la performance, et dans la gestion des ressources humaines, on retrouve évidemment cette même faiblesse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un niveau optimum de rémunération de la performance que l'on peut constater au regard des exemples des pays voisins? Et puis enfin, la dernière question concerne les formations, et le premier employeur de l'État, c'est l'Éducation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment progressé sur la polyvalence de la formation des enseignants afin de leur permettre, là aussi, de ne pas être un frein dans la gestion de la réduction du nombre des options et de permettre d'avoir une plus grande adaptation des corps par rapport aux besoins? Merci Michel Bouvard. Thierry Carcenac. Merci Madame la Présidente. Simplement, en complément de ce que vient de dire Michel Bouvard, il y a deux ou trois petites choses qui me posent problème. D'une part, le fait que l'on se retrouve avec une fonction publique d'État et des fonctions publiques territoriales ou hospitalières, et l'incidence de l'un sur les autres, et donc ça a un effet beaucoup plus large que simplement la position de l'État sur sa fonction publique, et donc le rapport le soulève de façon intéressante. Mais au-delà de cela, c'est
lorsqu'on constate une quasi-stabilité de la masse salariale, 2011, 2013, et puis peut-être un petit peu de glissement en 2014, mais quand même une stabilité. Il y a une inquiétude sur l'attractivité de la fonction publique, et notamment des salaires dont le point est, lui, figé depuis 2010. Et donc, c'est l'approche, d'une part, de la gestion de l'État, des fonctionnaires, et derrière cela, de l'attractivité. On voit bien que lorsqu'on dit que l'on veut recruter des enseignants, on se retrouve coincé sur leur rémunération. Et donc, c'est une approche qui me paraît devoir être intégrée, pas forcément par la Cour, mais par nous-mêmes dans le cadre de notre réflexion. Ensuite, lorsqu'on regarde la masse salariale, on a en gros, au-delà des statuts qu'a évoqué Michel Bouvard, on a quand même la catégorie C, B et A. Et lorsqu'on regarde les catégories, les suppressions d'emplois, le 2 sur 3, on se rend compte que c'est plutôt sur la catégorie C qu'il y a eu des suppressions, et on a plutôt créé des emplois en catégorie A, où on a requalifié des C en B. Et on se retrouve dans le rapport à voir cette observation. Et quand on regarde ensuite la catégorie A, est-ce que ces agents sont restés sur les services extérieurs ou est-ce qu'ils ont été créés en partie ministérielle? Et est-ce qu'on a tiré toutes les conséquences des réformes qui sont intervenues dans les différents ministères sur le poids des gros ministères? Je pense à certains ministères qui n'ont pas fondu dans la partie centrale. Voilà un petit peu ce qu'il y a. Et puis la troisième question qui va s'ouvrir pour nous, c'est ce que vous avez soulevé, Monsieur le Premier Président, c'est la réforme de l'État et notamment la régionalisation et les impacts que cela va avoir en matière de masse salariale, puisque on le voit bien derrière cela, faire bouger des agents, je pense à ceux de la Cour qui risquant de partir de Toulouse, devrait aller à Montpellier, par exemple. On voit bien que pour accompagner ces déplacements, il faudra sûrement des moyens. Et donc, on le voit bien, on a sur la masse salariale des questions à se poser qui ne sont pas très simples et qui peut-être au travers du rapport de M. Laurent, nous donnerons une vision peut-être un peu plus large et du côté du ministère de chez Mme Lebranchu, des évolutions à voir, à prendre en compte. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Monsieur le Premier Président, vous pouvez faire une série de réponses à ces questions. Oui, je vais commencer à répondre et puis peut-être que le Président Brié pourra compléter mes premières réponses. Tout d'abord sur les écarts entre le temps de travail légal et le temps de travail effectif. Alors, on manque véritablement d'une vision exhaustive, transversale sur le sujet temps de travail effectif dans la fonction publique et cette mission qui a été confiée à Philippe Laurent permettra, je l'espère, d'avoir cette vision exhaustive et transversale. Alors, ponctuellement, la Cour et les chambres régionales des comptes ont l'occasion, au cours de leur contrôle, d'observer des pratiques qui s'écartent de la règle des 1607 heures annuelles. Et ça illustre l'existence d'un phénomène dont l'ampleur, bien sûr, reste à déterminer, où le temps de travail effectif est inférieur au temps de travail légal. Bon, c'est le cas dans certaines collectivités territoriales, vous le savez, compte tenu d'ailleurs d'accords antérieurs aux 35 heures. Avec un nombre de jours de congés plus important que la règle de droit. Bon, donc vous avez comme ça un certain nombre de dispositions qui ont été prises à certaines époques et qui pourraient éventuellement être mises sur la table dans le contexte d'aujourd'hui. Dans le rapport sur les dépenses de rémunération et le temps de travail dans la police et la gendarmerie, on a relevé que le temps de travail effectif des policiers est en moyenne inférieur à celui des gendarmes et à la durée légale. Alors, du fait de systèmes de récupération qui sont différents et plus favorables.
au niveau de la police. Dans notre dernier rapport sur l'autonomie des universités, on a pu observer que les personnels administratifs bénéficient d'une circulaire qui comptabilise une partie des jours fériés comme des jours travaillés et qui conduisent à un temps de travail total annuel effectif de 1551 heures au lieu donc des 1607. Bon. Donc vous avez un certain nombre de... Bon, puis on pourrait multiplier les exemples. Bon, d'où l'intérêt d'un travail exhaustif et, bon, pour pouvoir avoir une vision plus précise de ces sujets. Sur les primes, c'est un peu la même chose, hein, avec une très grande diversité des régimes indemnitaires, avec, ça répond aussi à la question de Michel Bouvard, avec aussi une prise en compte de la performance entre guillemets, qui est très inégale selon les ministères. Bon, il peut y avoir une prime forfaitaire qui peut varier de 20 à 80%. Bon, donc c'est selon les ministères. Hein. Bon, donc là aussi, bon, il y a tout un travail de recensement des situations. Alors la Cour commence à y travailler et le président Brié pourra peut-être vous apporter aussi un certain nombre de précisions, même si on ne pourra pas rentrer encore dans le détail. Or sinon, dans le passé, certains des pays ont mené effectivement quelques réformes structurelles de leur fonction publique, à la fois pour mieux maîtriser l'évolution de la masse salariale et puis pour organiser aussi plus efficacement les services. Parce que pour la masse salariale, c'est le même sujet, hein. Parfois, il y a l'idée que pour mieux répondre à des besoins, il faut obligatoirement augmenter des crédits. Bon, non, c'est pas toujours la bonne réponse pour avoir une meilleure qualité du service public. Enfin, en tout cas, il n'y a pas toujours un résultat évident entre augmentation des effectifs et amélioration du service. Parce que, tout simplement, la qualité de l'action publique ne se résume pas à une fonction, à la question des effectifs. Il y a aussi un problème d'organisation, de fonctionnement, de répartition des moyens. Et quand vous isolez un paramètre par rapport à d'autres, bon, obligatoirement, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Or, les exemples qui sont toujours cités, hein, ce sont les mêmes, c'est le Canada, dans les années 90, qui avait réduit ses effectifs dans la fonction publique très sensiblement, hein, de 16%. Alors, il y a eu des rattrapages qui ont eu lieu par la suite, lorsque le Canada s'est mieux porté. Il y a eu des augmentations même importantes, hein, dans un certain nombre d'administrations. Bon, il y a aussi des pays comme la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède, qui ont engagé un certain nombre de réformes. Alors, depuis la crise, en dehors de l'Allemagne, mais dont la situation budgétaire s'écarte sensiblement de celle de la France. La France est le seul pays à avoir augmenté sa masse salariale publique en volume, hein, depuis 2010. Hein. Pratiquement tous les autres pays, quelles que soient d'ailleurs les sensibilités, ont plutôt réduit leur masse salariale publique en volume. Bon, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas du Royaume-Uni. Bon, je ne parle même pas de l'Espagne ou d'autres pays, en jouant sur le non-remplacement des départs à la retraite ou bien sur des réajustements sur le plan des rémunérations. Alors, bien évidemment, la question des effectifs. Là, la Cour rejoint totalement Michel Bouvard. Si il doit y avoir une réduction des effectifs, c'est à partir d'une réflexion, bien évidemment, sur les missions et les compétences, à la fois de l'État, des collectivités territoriales ou bien de la sécurité sociale. Bon, nous avons toujours invité les pouvoirs publics à raisonner à partir d'une réflexion
bien évidemment touchant à la définition des métiers et à la définition des missions. Hein, plutôt qu'utiliser la technique de rabot, avec les conséquences d'ailleurs que cela entraîne sur l'attractivité de la fonction publique. Là, je suis sensible à ce que a pu dire Thierry Carcenac. La rémunération, bien évidemment, contribue à l'attractivité, mais pas seulement. Il y a aussi l'organisation des services. Lorsque vous rabotez les moyens d'une administration et qu'elle finit, y compris à avoir des difficultés à exercer ses propres missions, ça ne contribue pas à l'attractivité, bien évidemment, de la fonction publique, quelle qu'elle soit. Bon, vous avez aussi le fonctionnement, la responsabilisation des gestionnaires publics, bon, qui contribue aussi à l'attractivité ou pas. Et là, il y a un vrai sujet en France. Sur la fonction publique, sur les fonctions publiques et la responsabilisation des gestionnaires publics. Et vous évoquiez la LOLF, Madame la Présidente, on s'est beaucoup écarté de l'esprit de la LOLF, bon, qui prônait la responsabilisation des gestionnaires publics. Bon, honnêtement, je pense que le fonctionnement de l'État gagnerait si on responsabilisait davantage les gestionnaires publics. Or, tout est plutôt organisé pour les déresponsabiliser, ce qui est un vrai sujet. Bon, après, quel est le bon niveau de rémunération entre la prime forfaitaire, la prime... Bon, ça, il appartient au pouvoir public de le décider, mais c'est vrai qu'on peut considérer que ça n'est pas toujours juste que la part forfaitaire soit la plus importante par rapport à l'appréciation quant aux résultats de l'activité. Sinon, sur les réformes de structure et les nécessaires accompagnements, oui, il faut accompagner. C'est normal d'ailleurs qu'à partir du moment où certaines réformes sont conduites, des accompagnements soient nécessaires. Pour une réforme, il ne faut pas toujours raisonner à court terme, il faut aussi raisonner à moyen et à long terme. Bon, c'est important d'avoir cette vision si on veut bien se rendre compte de l'intérêt ou non d'une réforme. Pendant très longtemps, la maîtrise, voire la réduction des effectifs de l'État s'est accompagnée d'une augmentation assez sensible des effectifs chez les opérateurs. Bon, c'est seulement depuis quelque temps que les pouvoirs publics, les gouvernements ont fixé aussi un certain nombre de limites aux opérateurs, parce qu'ils ont joué sur les effectifs, ils ont joué aussi sur les rémunérations. Les politiques de rémunération ne sont pas les mêmes au niveau des opérateurs. Vous avez le gel du point d'indice au niveau de la fonction publique, vous ne l'avez pas toujours au niveau des opérateurs. Bon. Donc voilà, avec des situations effectivement d'inégalité. Bon, bon, vous réduisez à néant l'effort de maîtrise de la masse salariale si parallèlement bon, vous contournez les dispositifs et les règles. Donc c'est très important. Le contrôle des opérateurs est quelque chose qui est essentiel. Bon, bien évidemment. Alors peut-être que le président Brier peut compléter aussi mes réponses sur quelques points. Sur la question évoquée par M. de Montgolfier, le rapporteur général, concernant les primes, le constat que fait le rapport, c'est que le poids relatif des primes dans l'ensemble des rémunérations a significativement progressé dans la période récente, en même temps que, je dirais, la valeur du point était évoluée lentement ou était gelée. Donc il y a eu un dynamisme global important qui ne s'est pas accompagné d'améliorations notables dans les écarts et les disparités indemnitaires entre ministères. Et chacun sait, quand on est gestionnaire public, un des obstacles à la mobilité à l'intérieur de la fonction publique d'État ou entre fonctions publiques, c'est le problème des disparités indemnitaires qui sont un frein important à la mobilité. Et cette augmentation globale, c'est pas davantage accompagnée
de prise en compte, ou davantage de prise en compte de critères de performance dans l'attribution des primes. Autre élément sur ce sujet, M. de Montgolfier y faisait référence, l'éparpillement des primes a des conséquences en gestion. Je rappelle qu'une des difficultés de Louvois, une des difficultés de mise en place de l'opérateur national de paye, ça a été d'intégrer, je dirais, le foisonnement sans équivalent dans aucune autre organisation publique et privée liée à la masse de petites primes, de très petits montants pour lesquels il fallait calibrer des outils informatiques et les gérer. Donc je dirais que la simplification indemnitaire est aussi une condition de leur gérabilité de façon moderne. Bon, le maquis, on s'en est aperçu avec Louvois et avec l'opérateur national de paye, le maquis persiste. Sur les questions de régularité, sur les questions indemnitaires, il y a eu un moment de régularisation important des dispositifs indemnitaires au début des années 2000. Ça s'est appliqué en particulier au ministère des Finances, qui n'était pas le ministère le plus exemplaire sur ce sujet. J'aurais tendance à dire qu'en ce domaine comme en d'autres, la mauvaise herbe repousse. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, assez périodiquement des tentations de recréation de dispositifs sans fondement légal assuré. La Cour y veille. Nous faisons, à travers la mise en cause, des responsabilités des comptables, éventuellement des ordonnateurs s'agissant de la Cour de discipline budgétaire et financière. Et donc c'est un point de vigilance qui est continu. Sur la question des emplois non affectés évoqués par M. Bouvard, bon, c'est une question difficile, parce que la notion d'emploi non affecté renvoie à des situations très, très différentes. Il y a des instances, enfin des agents qui sont en instance d'affectation, c'est du frictionnel, notamment à l'éducation, des agents en instance car une mobilité est en cours, certains sont en non affectés parce qu'une décision de congé de maladie de longue durée va être décidée, et puis les choses se gèrent de façon très, très différente selon les ministères, donc nous n'avons pas d'analyse transversale sur ces situations qui renvoient sur ces situations qui sont très, très diverses. Sur la réduction du nombre de corps, juste un point à rappeler, c'est que souvent la fusion des corps se traduit par un alignement sur le régime le plus favorable. Donc je dirais il y a un équilibre à trouver entre le souci abstrait de réduire le nombre de corps et les préoccupations concrètes d'éviter les surcoûts qui s'attachent, je dirais, à la fusion des corps, ce qui explique que le chemin est loin d'être intégralement parcouru. J'en profite pour signaler que nous n'avons pas, et délibérément, évoqué les questions, je dirais, liées au statut à proprement parler des fonctionnaires. Nous avons raisonné, je dirais, à règle, à statut inchangé. Donc ce point n'est pas du tout apparu dans nos travaux. Merci, Monsieur le Premier Président. Merci, Monsieur. Vous êtes très nombreux inscrits. Je vais donc vous inviter à un exercice de concision. Si vous pouvez poser brièvement là où les questions, de façon à ce que nous puissions avoir la totalité des collègues qui puissent s'exprimer. Donc, je vais donner la parole en premier lieu à Éric Doligé, ensuite Fabienne Keller. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être très, très rapide. Donc, bien sûr, un complet, d'abord en remerciant le Premier Président et la Cour, parce que peut-être qu'il ne nous a pas amené beaucoup de nouveautés dans nos réflexions, mais au moins il l'a dit officiellement et ça a permis de recadrer et de reclasser clairement les problématiques qui se posent, mais sur tous les sujets, je pense qu'on avait déjà un peu notre propre idée. Alors, je voulais vous parler du coût des transferts. Alors bien sûr, vous parlez de la fonction publique d'État, mais je parle de la fonction publique en général et de la masse salariale en général. Sur les transferts, je rappellerai quand même que lorsqu'on transférait 100 personnes, l'État transférait en principe plutôt les B et C et gardait les A, ce qui obligeait les collectivités à embaucher les A dans certains secteurs, comme les secteurs très techniques. Ensuite, je rappellerai que l'État est son propre assureur pour les retraites et que les collectivités ne le sont pas et que dans les transferts, l'État n'a pas considéré le coût des retraites, ce qui coûterait cher aux collectivités. Sur la réorganisation territoriale,
je ne sais pas si vous l'avez abordé dans le rapport puisqu'il était sous embargo, mais la réorganisation territoriale, la fusion des régions, cela a été dit, mais aussi les communautés de communes, ça va avoir un coût considérable. Les communautés de communes, on l'a vu par le passé, ça va être pire encore aujourd'hui. À mon avis, ça ne va pas réfréner les dépenses. Vous nous avez regardé avec peut-être un petit sourire en nous disant ça va être le rôle du Parlement de prendre un certain nombre de décisions. Je pense que le gouvernement a une responsabilité importante dans la mesure que, bien souvent, quand nous négocions avec nos personnels dans les collectivités, il arrive que le ministre négocie de son côté différemment des décisions que l'on essaye de prendre, ce qui n'est pas simple. Sur l'outre-mer, on avait déjà pris des recommandations avec mon collègue Serge Larcher il y a quelques années dans un rapport sur les surrémunérations. Tout le monde est d'accord quand on va dans les territoires d'outre-mer, mais dès qu'on arrive à Paris, il n'y a plus d'accord. Donc on continue sur les surrémunérations qui ont un coût aussi sur l'inflation locale. Donc c'est un vrai sujet. Je rappellerai aussi qu'il serait peut-être intéressant, et vous l'avez dit, que le rabot ne devrait pas être systématique, parce que je pense qu'il y a des emplois au niveau de l'État qui peuvent être rentabilisés et rentables, et qui peuvent rapporter. Et c'est des sujets qui mériteraient d'être regardés de près. Le jour de carence, on l'a dit. Je voudrais parler aussi des emplois spécifiques, tous les contrats que l'on met en place actuellement au niveau de l'État pour compenser ou pour essayer de trouver des solutions au chômage. On incite les collectivités à embaucher sous forme de contrat qui, soi-disant, ne coûte rien, mais ça serait intéressant quand même de regarder quel peut être globalement le surcoût. Et le dernier point, c'est sur les agences de l'État. C'est vrai que ça peut aussi avoir un impact sur les rémunérations dans les collectivités, parce que c'est un aspirateur, si j'ose dire, d'un certain nombre de personnes qui sont tentées d'avoir des rémunérations plus intéressantes au niveau des agences de l'État, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes au niveau des collectivités qui voient partir des cadres de haut niveau attirés par des rémunérations qui sont offertes par l'État indirectement. Voilà quelques réflexions. Merci Éric Doligé. Fabienne Keller. Oui, Ensuite, merci beaucoup. François Baroin, mais non, je ne le vois plus. Ce sera André Gattolin. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour des comptes, Madame. Merci beaucoup pour ce rapport très synthétique et qui décrit l'essentiel des enjeux de cette masse considérable que vous avez décrite en tout début de rapport. Je ne peux pas m'empêcher, ayant pratiqué les collectivités locales, de faire quand même une réflexion sur ces courbes éternelles où on voit que l'État serait plus exemplaire que les collectivités, puisqu'il a mieux maîtrisé ses effectifs. Nous sommes quand même au terme d'une longue période de transfert. Deux exemples concrets, la garde des enfants, les crèches. Quand on crée du périscolaire ou des crèches, c'est que du personnel pour les communes ou les intercos. Et évidemment, les rythmes scolaires, c'est pareil, c'est que du personnel. Donc, je pense qu'il faudrait moduler cette analyse très macro par des analyses plus fines de transfert de compétences. Je crois que le travail a été fait sur les finances, mais pas sur les effectifs. Ensuite, je voudrais, si vous le voulez bien, commenter la page 11, qui est très intéressante, où vous dites très soft, la gestion de la fonction publique devra être rénovée. Je lis notamment dans la deuxième colonne, où vous constatez que primes et indemnités sont hétérogènes et incitent peu à la performance, que le sujet sous-jacent, que j'exprime avec mes mots, ce serait le management. Comment peut-on prendre en compte mieux la manière de servir, l'implication, la dynamique, y compris créative, même dans l'administration, des agents dans la reconnaissance, notamment financière, qui leur est accordée. C'est un sujet très concret, mais qui renvoie aux questions de notation, de projets d'administration, de projets de service, de réalité managériale dans l'administration, qui est probablement un sujet central. Mon point suivant sera relatif à la dernière colonne de la page 11, la question des mobilités. Et faisant référence au transfert aussi de compétences, je voudrais vous faire une proposition peut-être un peu forte, qui est la quasi-fusion des trois grands statuts que vous avez décrits. Fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale. Pardonnez-moi de partager un vécu, mais par exemple, dans la fonction publique d'État, il y a beaucoup de compétences d'ingénieurs. Les DDE ont largement
cesser leurs actions concrètes de construction. Dans les transferts vers les départements, si les catégories B et C ont généralement été transférées, les cadres sont très largement restés à l'État. Donc on a globalement un État surdoté en compétences d'ingénieurs et des collectivités locales et la fonction publique hospitalière sous-dotées, faisant appel d'ailleurs très souvent, je l'ai vécu à Strasbourg, à des contractuels pour des constructions d'hôpitaux ou pour des grands projets. Une mobilité théorique existe, mais il n'y a pas de correspondance entre les plannings de recrutement, entre les commissions administratives paritaires. Et puis, il faut le dire, le départ d'une administration et le retour vers celle-ci, dans la plupart des ministères, c'est une sanction sur la carrière qui s'ensuit. Donc, comment essayer de beaucoup mieux optimiser à la fois la valorisation des compétences des agents. Je reprends mes ingénieurs, c'est beaucoup plus intéressant dans leur carrière d'avoir une partie État, une partie réalisation, hein, et comment aussi, à travers ces parcours, assurer une transversalité des compétences qui assure à la fois l'attractivité, mais aussi qui est utile dans le pilotage des politiques publiques. C'est très utile d'avoir des gens qui comprennent comment fonctionnent différents échelons d'action publique. Ma dernière réflexion sera philosophique et aura trait à la question temporelle. Les ressources humaines, c'est très long. Le jeune fonctionnaire recruté cette année travaillera pour la fonction publique 35-40 ans. Les enjeux d'un secrétaire général de ministère sont plutôt à l'année ou sur 2 années. Les enjeux des élus sont parfois encore plus à court terme. Comment rendre visibles et manager les objectifs de long terme qui sont ceux de l'administration, hein, une inflexion en management, c'est plutôt 5 ans, quoi, hein, voire 10 ans, avec parfois des décisions douloureuses et des retours positifs. D'ailleurs, c'est intéressant les exemples que vous présentez comme positifs. On les cherche assez loin en termes de décision et puis on en vit plus tard les effets positifs. Est-ce qu'il ne manque pas un lieu de pilotage, un lieu de prospective, peut-être pas à 30 ans, mais à plutôt 5 ans ou à 10 ans, sur ces fonctions publiques, ces compétences, les inflexions nécessaires. Après tout, on le fait pour le budget. Hein, on est obligé de faire des projections à 3 et 5 ans, et on ne le fait pas en termes de management des compétences. Je vous remercie. Merci à Fabienne Keller, André Gattolin, ensuite Philippe Dallier. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. J'ai relevé dans votre exposé général un moment à une allusion peu développée d'ailleurs dans le rapport sur la question des doublons. Moi, je voudrais revenir peut-être sur un cadre plus général. Je ne suis pas toujours pertinent que le périmètre masse salariale soit le meilleur pour évaluer l'efficacité des travaux et des ressources humaines d'un ministère. On assiste de plus en plus à de l'externalisation de fonctions. J'ai souvenir d'un excellent rapport de la Cour des comptes en début d'année, notamment sur les prestations de sociétés de conseil hors informatique. Et je suis toujours étonné de voir les volumes dépensés par les ministères en communication et en conseil communication, alors qu'ils disposent normalement déjà de services à ce titre. Alors on est sur des petits volumes, mais je voudrais dire là que c'est un peu comme dans les entreprises d'ailleurs. Hein, souvent, pour faire plaisir aux actionnaires, on diminue la masse salariale et le nombre d'emplois à plein temps et on recourt à des prestations extérieures. Il faut voir si tout ça a une efficacité. Les doublons se jugent à l'intérieur de la masse salariale, mais aussi avec les prestataires extérieurs qui ne sont pas des dépenses de fonctionnement. Et je crois que tout ce qu'on a pu voir sur l'affaire Louvois pose une question. Il y a un vrai problème aujourd'hui. La question de l'informatique de l'État, de l'informatisation de l'État, de sa gestion, mériterait qu'il y ait un vrai service public dédié à cela, comme c'est fait d'ailleurs très largement en Amérique du Nord, où le recours, où l'État a des capacités qui évitent d'avoir affaire à des prestataires très coûteux pour des résolutions qui ne sont pas faites. Alors, et ça c'est un de mes dadas, où la cybersécurité va devenir un des éléments centraux
de la protection, de la gestion de l'État pour l'État lui-même et pour ses citoyens. Et enfin, là aussi, ces critères très théoriques de non-renouvellement des départs en retraite, on sait que ça pose des problèmes, secteur par secteur. Plus on ne renouvelle pas, plus on a une pyramide démographique qui vieillit, et plus un certain nombre de compétences qu'on pourrait acquérir par des gens plus jeunes, mieux formés, j'en reviens aussi notamment à la question de l'informatique, se pose. Donc je me demande si le périmètre, si toutes ces études très intéressantes que vous produisez ne mériteraient pas des fois qu'on explose un peu les définitions et les territoires pour avoir une vue d'ensemble, parce que réduire la masse salariale en tant que telle, si c'est pour augmenter des prestations extérieures dont parfois elles sont d'une qualité douteuse et d'un coût plus élevé, si on ne se pose pas la question stratégique de ce que l'État doit mutualiser d'un ministère à un autre, je pensais notamment à la réflexion sur la prestation informatique et sur les systèmes de paie, sur ces systèmes-là, je crois qu'on sera toujours dans des rafistolages et qui n'auront pas toujours la pertinence, une pertinence en termes d'efficacité de l'État. Je vous remercie. Philippe Dallier, ensuite Georges Patient. Merci Madame la Présidente. Ma question rejoint un petit peu celle de mon collègue Gattolin. Monsieur le Premier Président, êtes-vous certain que le chiffre de 120,8 milliards annoncé pour l'État en 2014 est le bon ? Lors de nos travaux en commission des finances, on a de temps à autre entendu dire que toutes les dépenses de personnel ne figuraient pas sur la ligne correspondante. Au ministère de la Justice, il y a quelques jours, on nous a dit qu'il y avait quelques milliers de postes qui étaient des emplois fantômes. Donc voilà, est-ce que le chiffre est le bon ou est-ce qu'il y a encore dans les différents ministères des dépenses de personnel qui sont imputées sur des lignes qui ne devraient pas être utilisées? Et je ne parle pas du recours à des prestataires extérieurs. Je ne partage pas tout à fait l'avis de notre collègue Gattolin. L'intérêt d'avoir un recours à des prestataires extérieurs, c'est qu'on le fait pour une durée donnée, sur une mission donnée. Alors effectivement, si on doublonne, c'est pas bon, mais en tous les cas, on n'a pas à gérer l'agence sur une carrière qui va jusqu'à la retraite. Un deuxième point sur les collectivités territoriales. C'est vrai que je suis un peu comme mes collègues. On entend souvent dire qu'elles sont peu vertueuses, que l'État, lui, fait les efforts et que les collectivités ne le font pas. Il suffit de rappeler que les rythmes scolaires, c'est grosso modo 1 milliard d'euros et essentiellement de la dépense de personnel. Il suffit de rappeler que les revalorisations des catégories C les 2 dernières années sont décidées par l'État, enfin, etc., pour comprendre qu'il est difficile de maîtriser la masse salariale des collectivités locales. Ceci dit, elles ne sont pas toutes vertueuses, j'en ai bien conscience, et je voulais vous interroger sur la manière de faire en sorte d'éviter l'espèce de concurrence acharnée qui existe entre collectivités locales en matière de rémunération des personnels. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, j'aime autant vous dire que pour recruter, que ce soit des cadres A, des cadres B, et même des agents de catégorie C quand ils sont assez spécialisés, je pense aux auxiliaires de PR, c'est extrêmement difficile. Et lorsque je reçois des candidats et que je leur demande quelle est leur rémunération et que je vois la feuille de paye, et je ne parle pas seulement de contractuels, je vois aussi des choses ahurissantes pour des fonctionnaires, je vois des nets à payer qui sont très exceptionnels. Alors parfois, évidemment, les communes riches en ont les moyens, les autres se débrouillent, mais on voit des acrobaties en matière d'astreinte, d'heures supplémentaires, j'en passe et les meilleurs. J'ai parfois même vu des primes qui n'existaient pas ou que je ne connaissais pas. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire. Alors les chambres, quand elles débarquent dans ces collectivités locales, j'imagine, à chaque fois pointent ces choses un peu étranges. Mais je pense que l'État devrait avoir une action pour faire en sorte qu'effectivement, ça ne dérape pas trop de ce point de vue-là. Philippe Dallier, Georges Patient, ensuite Marc Laménie. Oui, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur la question des surrémunérations outre-mer. Présenté comme vous l'avez présenté, hein, on pourrait avoir l'impression qu'en outre-mer, on baigne dans un océan de félicité et de prodigalité. Donc je voudrais savoir si vous avez des éléments précis pour déterminer ce différentiel du coût de la vie. Parce que d'après l'INSEE, le salaire moyen d'un fonctionnaire outre-mer ne dépasserait que de 18% le salaire d'un fonctionnaire employé en métropole. Merci à Georges Patient. Marc Laménie. Oui, merci. Marie-France Beaufils. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Déjà, merci à toutes les personnes qui ont contribué à participer à tout ce travail de fond
et qui je dirais, pose vraiment des réels problèmes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais être très concis. Deux points que vous avez soulevés, Monsieur le Président, concernant l'absentéisme. Et c'est vrai que on est aussi, je dirais, même localement sur le terrain. Je prends l'exemple de l'éducation nationale, mais on peut prendre aussi d'autres exemples, y compris même dans les petites brigades de gendarmerie, où aussi certaines administrations souffrent de ce problème d'absentéisme, et qui n'est pas simple. On le voit aussi dans l'ensemble des autres fonctions publiques. Alors, concernant l'hétérogénéité des primes, c'était soulevé aussi par quelques collègues dans le document page 11, et c'est vrai que là, c'est aussi un problème que vous avez soulevé fort justement, mais dans lequel malheureusement, même sur le terrain, on a aussi peu de réponses. Moi, je vais prendre l'exemple de même les maires de petites communes, quand on veut aussi, j'irais, soutenir un modeste employé communal, l'agent d'entretien titulaire, avec des petits salaires, on voit aussi la complexité pour mettre des primes. Alors là, après, c'est les commissions paritaires, les centres de gestion. Donc il y a aussi une lourdeur, j'irais, technique, voire presque technocratique, dans lequel, pour une malheureuse prime, même mensualisée, de 100 € par mois, je dirais c'est un véritable maquis. Je crois que c'était aussi rappelé. Donc c'est aussi c'est disproportionné pour des montants très faibles par rapport, je dirais, à cette complexité. Et donc c'est aussi, moi c'est ce que je me permets modestement de témoigner sur la complexité. Je vous remercie. Marc Laménie, Marie-France Beaufils sera suivie de Serge Dassault. Merci Madame la Présidente. Moi je voulais revenir sur une question qu'a soulevée Thierry Kersenac, c'est l'attractivité de la fonction publique. J'ai bien entendu ce que vous avez répondu, Monsieur le Président, mais on est quand même face à des situations délicates dans l'éducation nationale depuis quelque temps sur certains postes d'enseignement, et particulièrement dans les filières scientifiques, mathématiques, où l'attractivité du salaire de base est très faible par rapport à ce qui se passe dans le secteur privé qui peut être intéressé par leur formation. Et c'est un des vrais soucis. Et ça m'amène à relier cette question avec la question du régime indemnitaire. Je crois que vous soulevez un vrai problème, me semble-t-il. Parce qu'on n'a pas voulu retravailler sur la question du salaire de base dans la fonction publique selon les différents niveaux, on a laissé filer des régimes indemnitaires auxquels plus personne ne comprend grand-chose, impossible à appliquer de façon rigoureuse quand on est par exemple dans les collectivités territoriales, et qui donnent lieu en effet à des concurrences entre collectivités qui font qu'à un moment on affaiblit certains territoires qui auraient des fois besoin d'un apport et d'autres moins. Donc moi je pense que là on a un travail particulier à faire. Par contre, je n'ai pas bien compris ce que vous avez voulu nous dire par rapport au SMIC tout à l'heure et sur le questionnement que vous avez soulevé de l'alignement du salaire le moins élevé sur le SMIC. Si vous pouviez être un peu plus précis, parce que moi, ça me semble logique que tout salarié de la fonction publique soit au minimum du salaire du SMIC. Ça me paraît logique et on sait qu'on a des écarts encore dans ce domaine-là. Donc si vous pouviez être un petit peu plus précis dans ce domaine, je pense que ça serait intéressant. D'autre part, moi je voudrais revenir sur le fait que les services publics, que ce soit des collectivités, mais quand même pour une bonne partie de l'État et d'autres secteurs, ce sont pour la plupart des services qui fonctionnent grâce à des personnels, à des salariés. Donc il est évident que le mouvement que l'on peut faire sur cette dépense est beaucoup plus complexe parce que les êtres humains sont nécessaires à leur fonctionnement. Donc je crois que c'est une question qui nous semble nécessaire de prendre en compte.
Mais par contre, moi j'aimerais que l'État entende un petit peu plus les conséquences des décisions prises sur nos collectivités. On est en train de mettre en place la dématérialisation actuellement. Moi, la dématérialisation, elle se traduit par une augmentation des personnels nécessaires dans mon secteur des services financiers, parce que le temps de mettre en place la dématérialisation, je ne peux pas le faire avec l'effectif que j'avais jusqu'à maintenant. Donc, je le dis volontairement parce que on nous regarde souvent, nos collectivités, en disant « vous augmentez », oui, même si ça peut être temporaire, on augmente parce qu'on est face à des obligations qui nous sont imposées. Et puis moi, j'ai vu le transfert des collèges, les transferts des lycées. C'était une période où l'État, le moins qu'on puisse dire, était quand même pas très exemplaire sur la façon dont il faisait fonctionner ces établissements, avec des personnels non titulaires, donc beaucoup d'auxiliaires qui n'ont pas été véritablement transférés et qui ont nécessité ces créations. Donc en fait, les collectivités territoriales, elles ont récupéré les insuffisances de l'État précédemment. Donc il faudrait qu'on regarde et qu'on analyse peut-être un petit peu plus ces éléments-là pour apprécier. Vous avez été très rapide sur les agences de l'État.